Donc je vous propose de débuter cet échange. On a deux personnes avec nous exceptionnelles. Alors je vous invite à poser des questions. On est là pour échanger et discuter. On va parler de neurosciences. Et je vous laisse vous présenter. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Caliste chez Blinksev et donc moi je suis doctorante en sciences cognitives et je travaille sur le raisonnement critique, sur le développement de l'esprit critique chez les enfants. Donc j'essaye d'appliquer ce qu'on sait de sciences cognitives et faire des recherches, toujours en psychologie cognitive plutôt, mais on reviendra sur ces notions, pour l'appliquer en classe et faire des méthodes d'apprentissage. Et je travaille avec Elena Pasquinelli qui écrit aussi beaucoup sur les écrans et qui travaille à la Fondation La Main à la Pâte, et Emmanuel Sander, un autre chercheur de l'Université de Genève. Et sinon, je fais aussi partie d'une association d'un collectif qui s'appelle Scalp, et avec lequel on essaye, on est des jeunes chercheurs plutôt liés au monde de l'ENS, et on essaye d'appliquer les sciences cognitives dans la société, et en particulier dans l'éducation. Donc je travaille avec Nawel chez Scalp. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à cette table ronde, on est ravis de vous avoir. Donc moi je m'appelle Nawel, alors mon prénom il s'écrit Nawal mais ça se prononce Nawel. Et moi je suis docteur en sciences cognitives avec une version un peu plus neurosciences parce que je suis neurobiologiste de formation. Moi j'ai fait toutes mes recherches sur comment le cerveau il se développe et comment il apprend. Et notamment mon modèle c'était le modèle des petits bébés parce que justement quand ils sont tout petits ils ont des compétences assez incroyables et ces dernières années justement ce champ est en train d'exploser. Et en parallèle de ces recherches un peu fondamentales, j'ai commencé pas mal à essayer de rapprocher le monde des sciences cognitives et le monde réel, en montant cette structure qui s'appelle Rising Up, qui essaye de créer des ponts et des liens entre justement les connaissances scientifiques et l'usage, l'utilisation. Et là, on vient d'écrire un article avec une de mes collaboratrices autour des écrans et des enfants, les réels effets autour de tout ça, et pour aussi aller un peu plus au-delà du pas d'écran, jamais d'écran, parce que non, en fait, ils sont là, donc il va falloir trouver un usage, et surtout, regardons ce que la science nous dit pour nous guider et nous aider, nous orienter face à l'usage avec nos enfants, ou pour même soi-même, en fait. Donc on va faire un petit point. Vous nous avez préparé quelques diapos pour resituer un petit peu le contexte des sciences cognitives. Vous connaissez ce sujet? Vous avez des connaissances sur ce sujet ou vous venez justement pour avoir des informations? Vous n'avez pas pris de café? Est-ce que le mot de sciences cognitives, vous l'avez déjà entendu? Oui, neurosciences, psychologie cognitive. Oui. Et tout ça, c'est pareil? Bon, Peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi ça peut être pareil ou différent. Oui, c'est parfait, okay. Faisons le point. Alors du coup, nous, on s'est dit, en ce moment, c'est en train d'exploser de partout, les sciences cognitives, la psychologie, les neurosciences, et comment ça va sauver notre système éducatif ou pas, parce que finalement, il peut y avoir plusieurs courants. C'est normal, c'est aussi des politiques éducatives. Alors du coup, on s'est dit, on va un peu repartir sur toutes ces notions-là, neuroéducation, neurosciences cognitives, neuropédagogie. Je vais être très honnête avec vous, moi aussi, il y avait beaucoup de termes que je connaissais pas. Du coup, on s'est un peu renseigné là-dessus avec Caliste. Mais peut-être qu'on va repartir un peu de la base des sciences cognitives, qu'est-ce que ça évoque, parce que finalement, c'est des sciences qui sont un peu nouvelles dans les médias, tout ça, mais finalement qui sont très anciennes et qui regroupent un certain nombre de domaines d'expertise. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait vous être familier? Non. Sciences cognitives, ça évoque quoi? Cognitive, cognition. Non, ça marche pas. Bon, allez, on avance. Donc, finalement, ça étudie notre esprit. Notre cognition, du coup, c'est notre capacité qu'on a à raisonner, à prendre des décisions, tout ça. Et donc, évidemment, c'est l'étude de notre cerveau aussi. Mais les sciences cognitives, pour étudier justement notre esprit, qui est un des organes les plus complexes qu'on a en nous, il faut un certain nombre d'expertises. Et c'est pour ça que ça regroupe, par exemple, les champs de la philosophie. Ta directrice de thèse, elle est philosophe de formation. C'est aussi de la psychologie expérimentale.
où on essaye justement de voir, par exemple, est-ce que vous avez vu ou pas vu cet élément-là dans votre champ visuel. Ça, c'est un des types d'expériences qu'on fait. C'est aussi la sociologie pour comprendre, justement, en fonction de la culture, en fonction de ce champ-là, comment ça peut influencer aussi notre éducation. L'anthropologie, aussi l'informatique, parce qu'il nous faut des algorithmes de traitement pour qu'on puisse faire des statistiques, pour qu'on puisse savoir, par exemple, dans les jeux de données en neurosciences, en neuroimagerie, il y a beaucoup de chiffres, et comment tout ça nous permet d'avoir de l'information pertinente pour savoir ce qui se passe. C'est aussi de la linguistique, donc pareil, ce que nous a appris les sciences cognitives, c'est que finalement, il y a des milliers de langues différentes, mais elles ont toutes une structure similaire, donc ça, c'est assez fou. Et les neurosciences. C'est un champ des sciences cognitives. Et c'est en ça où se fait cette différence-là. Et peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails de ce que c'est les neurosciences. Parce qu'on en entend partout, on en entend beaucoup parler, mais finalement, les neurosciences, elles étudient en fait notre système nerveux, la cellule nerveuse, qui est ça en fait, c'est un neurone qui a plein de filaments qui s'appellent les axones et les dendrites et qui communiquent les uns avec les autres. Mais ces neurones-là, à votre avis, est-ce qu'ils sont présents que dans le cerveau? Est-ce qu'on a des cellules nerveuses hors? On l'avait pas dit, mais il y a une interro en fait. Non, mais c'est pour savoir. Ça a été. Ah ouais, bien sûr. Pardon, j'ai pas fait mon boulot, je fais mal mon boulot. Donc, la catchbox, c'est un micro qu'on se lance les uns les autres et on peut parler comme ça avec. Et comme ça, c'est enregistré. Cool. Mais en fait, voilà, les neurosciences, ça étudie en fait notre système nerveux. Et quand on parle de système nerveux, c'est pas juste notre cerveau, c'est aussi toute la continuité. C'est qu'on a notre cerveau et puis après on a la moelle épinière, on a tous les nerfs, l'innervation. Et par exemple, il y a des scientifiques qui travaillent sur les jonctions neuromusculaires. Donc, qui sont des neurones, qui sont des motoneurones, qui sont justement pas dans le cerveau et qui n'ont rien à voir avec la cognition. Où il y a des chercheurs qui travaillent, par exemple, sur la communication de ces cellules, avec quelle molécule parle avec quelle molécule. Mais ça n'a rien à voir avec la prise de décision ou le raisonnement. Donc, les neurosciences, c'est l'étude du système nerveux. Et vraiment, en général, maintenant, dans les médias, quand on parle de neurosciences, c'est souvent, en fait, les neurosciences cognitives. C'est un peu les bases biologiques de la psychologie, en fait. En gros, on pourrait un peu simplifier ça de cette manière-là. Et les neurosciences cognitives sont un champ qui a explosé ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des bonds de géants sur la technologie. Et c'est les outils, justement, pour arriver à savoir comment tout ça fonctionne, qui nous ont permis d'identifier, par exemple, où dans certaines parties, on traitait l'information, par exemple, quand le langage, où est-ce que c'était traité, tout ça. Donc avec l'IRM, l'EEG, toutes ces méthodes de neuroimagerie, on a réussi à comprendre encore plus le fonctionnement du cerveau. Alors, ça reste encore un champ qui demande énormément de temps pour continuer à comprendre, parce qu'on en est peut-être, je sais pas, commencement vraiment de tout ça. Mais souvent, en tout cas, pour cette différence de neurosciences cognitives et sciences cognitives, on peut travailler en neurosciences sans parler de l'esprit. Et souvent, quand on parle de neurosciences, c'est souvent les neurosciences cognitives. Et donc ça nous a permis, par exemple, de beaucoup mieux comprendre les phénomènes de conscience, d'inconscience, qu'est-ce qui est perçu consciemment, qu'est-ce qui n'est pas perçu consciemment. Ça, c'est un champ de recherche qui est en train d'exploser. Et en particulier aussi sur l'apprentissage, comment on apprend, quelles conditions sont les plus optimales pour apprendre, comment notre cerveau, par l'erreur, va apprendre. Enfin, on a vraiment essayé d'enfoncer des portes qui étaient où la psychologie expérimentale ne nous donnait pas assez de réponses. Donc c'est vraiment complémentaire aux études de psychologie. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bon, je pense que ça, on ne va pas forcément rentrer dans les détails vraiment de décortiquer tout ça, mais c'était un petit peu pour refaire la boucle sur ce qu'on entend en ce moment sur ces définitions-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça, ça étudie justement les fonctions cognitives et où est-ce que ça se passe. C'est bon. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on fait le lien entre les neurosciences et ce qui nous réussit, ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, à savoir le numérique?
Plaf. C'est lancé. On y va. Bah, voilà, je vais en profiter parce que vu que c'est neurosciences et numérique, en fait, avec Emmanuel Sander et mes collaborateurs, on a écrit un livre qui s'appelle Les neurosciences en éducation qui vient de sortir et dont un des chapitres, c'est justement les écrans et est-ce que les écrans transforment notre façon d'apprendre et notre cerveau, etc. Et donc, face à ces craintes, en fait, on peut en effet essayer de regarder si, par exemple, nos structures cérébrales vont se modifier à cause des écrans. Et bien sûr, la réponse est... Qui dit oui? Qui dit oui? Ouais. Alors, tenez. En fait, pendant... Ah, il faut parler dans le micro. Non, vraiment dedans. OK. En 20 millions d'années, en fait, c'est par la sélection naturelle que l'homme, en fait, a développé ses capacités. Et aujourd'hui, en fait, cette sélection, elle est bloquée. Elle s'est arrêtée. Et donc, je pense que dans le futur, le développement de l'humain va se faire par la jonction de propriétés qui seront incorporées. Ah. Et donc, du fait même qu'on externalise de plus en plus les données au niveau du cerveau, je pense qu'il va y avoir un déplacement. Enfin, moi, je suis néophyte. Il y aura un déplacement en fait structurel au sein des connexions qui feront qu'en fait, par voie d'effet, il y aura une transformation des zones d'activité au sein du cerveau et puis des interactions entre le cerveau et les autres parties du corps. Il y aura des changements. Donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est la différence entre la structure de notre cerveau. Donc là, on voit les différentes aires et les connexions qu'il y a entre les neurones. Donc en fait, comme vous l'avez dit, ça fait 20 millions d'années et en fait, c'est pas en 50 ans d'écran qu'on va modifier nos différentes aires cérébrales. Donc il n'y a pas de changement. Quand on regarde le cerveau d'un enfant qui est né avec écran, d'un adulte qui n'a jamais vu un écran, ou si on pouvait peut-être regarder le cerveau d'enfants, enfin, ou de personnes qui sont mortes il y a 200 ans, il n'y aurait pas de différence. Notre cerveau, c'est le même. Par contre, évidemment, les connexions, elles changent tout le temps, mais les connexions, elles changent tout le temps. C'est-à-dire, quand on lit un livre, ça modifie aussi notre cerveau. Quand on joue avec quelqu'un, ça modifie aussi notre cerveau. Tout le temps, notre cerveau, il se modifie. C'est le principe de l'apprentissage. Donc, en fait, les écrans, oui, ça modifie notre cerveau, comme quand un livre modifie notre cerveau, qu'on est en train d'apprendre à lire, qu'on est en train d'écrire, etc. Donc, oui, ou ça renforce d'autres connexions. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose de délétère. Oui. Moi, je voulais... ça marche ? Ah bon. J'ai un neveu qui est tombé à l'âge de 7 ans dans une piscine et qui est devenu... Il était comme un légume. Il ne communiquait plus que par les yeux. Donc, il a été en réapprentissage d'abord manuel, par le toucher, puis ensuite et par la voix, parce qu'il entendait quand même. Mais il ne pouvait plus communiquer que par les yeux. Et aujourd'hui, il est ingénieur informatique. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des reconnexions et des déplacements de zones d'activité dans son cerveau, puisque le cortex frontal avait été détruit. Donc ça veut dire qu'il y a eu des déplacements de zones d'activité de façon majeure. Donc c'est plus que... pour moi, c'est un supplément par rapport à ce que vous venez de dire. C'est pas par rapport aux écrans. C'est-à-dire, oui, notre cerveau, il est plastique. Et voilà. En effet, il y a une plasticité. Après, c'est pas à cause des écrans que ça s'est décalé. Mais je suis d'accord, notre cerveau est totalement plastique. Et c'est justement pour ça qu'il y a même des gens qui ont qu'un seul hémisphère. Et on voit qu'ils ont quand même des fonctions quasiment normales, etc. En effet, notre cerveau est extrêmement plastique. Mais ça dépend de l'âge. Ça dépend aussi de l'âge. C'est-à-dire qu'un adulte où il y a un AVC dans le cortex frontal, je ne suis pas certaine qu'on puisse retrouver, ou je ne suis pas certaine qu'il y ait d'ailleurs des cas en neuropsy où il y a eu ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quand c'est à 3, 4 ans, 7 ans, 8 ans, où on peut avoir encore des Alors justement, réorganisation des circuits. Je voulais aborder cette question. Quand on devient parent,
très rapidement, on a tous les conseils de l'extérieur, bon, en particulier belle maman, n'est-ce pas? Mais bon, pas que, qui nous expliquent que, ah non, mais alors là, avant 3 ans, tout est joué, et puis après, c'est avant 4 ans, ça y est, c'est trop tard, c'est fini, sa vie est terminée, et puis c'est avant 5 ans, etc. Donc, comment ça se passe dans la réalité? Réalité scientifique, pardon. Alors dans la réalité, c'est rien après 3 ans. Je pense qu'on en est tous témoins que ça c'est pas possible, que vous avez juste changé, même entre 20 et 40 ans, à quel point, parce que justement votre cerveau est adaptatif et dynamique, tout simplement. Après justement, par contre, ce qui se passe dans la petite enfance peut avoir des conséquences sur l'âge adulte. Ça c'est une certitude avec toutes les recherches qui ont été faites sur par exemple des déprivations, des enfants qui ont été dans des environnements où on leur a peu donné d'attention, peut donner de langage, peut donner d'interaction. Ça a eu des conséquences graves sur leur développement, non seulement linguistique, langagier, mais aussi social. Donc on sait que dans ces périodes de la vie, les premières périodes de la vie, c'est là où tous les apprentissages, les fondements de nos apprentissages se créent et aussi se stabilisent. On sait que quand on a peu reçu de langage, on va avoir du coup des réseaux langagiers pas très stables. Et quand on rentre dans les apprentissages scolaires pour apprendre à lire, bah là, du coup, on décroche plus rapidement parce que c'est pas très stable. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité. Mais par contre, je pense qu'il y a des avantages sur la petite enfance et sur la capacité qu'a notre cerveau à apprendre plein de choses. Mais quand on est adulte, c'est aussi fabuleux parce qu'on est expert, parce qu'on va plus vite, parce que quand on veut apprendre des choses, on a des stratégies bien opérationnelles. Et donc, du coup, cette plasticité, elle existe aussi après. Mais pour revenir un peu sur les écrans et de rien avant 2 ans ou rien avant 3 ans, ça c'est d'ailleurs Agnès Buzyn a pas mal parlé de ça ces dernières semaines, je pense que vous en avez tous entendu parler là, de cette règle de pas d'écran avant 2 ans. En fait ça c'est un grand problème que nous on peut avoir en tant que scientifiques parce que cette règle-là, elle est basée sur des recommandations de 99 de l'Académie de pédiatrie américaine où à l'époque les écrans qui étaient autour de nous ce n'était que la télé. La télé, donc qui dit télé dit écran passif. Sauf que maintenant, le paysage des écrans a bien changé. On se retrouve avec des écrans où il y a de la dynamique, où il peut y avoir de l'interaction, où ça peut être justement beaucoup moins passif que ça. Et là, il y a plein de recherches qui montrent que les enfants peuvent apprendre sur les tablettes, peuvent apprendre sur les écrans, et peuvent apprendre même à 2 ans, même à 1 an et demi, même à 4 ans. Donc, il y a des effets qui sont positifs par rapport à l'apprentissage. Et ça, il faut s'en saisir, et il faut aussi pouvoir rassurer les parents où les écrans sont disponibles et les enfants peuvent les prendre, qu'on peut faire des choses chouettes avec. Mais, encore une fois, tout ça, ça a des recommandations particulières où on peut... Mais je pense que ça, toi, tu peux peut-être plus rentrer dans le détail. Je voulais peut-être rajouter que, évidemment, si l'enfant n'a que comme seule interaction les écrans et qu'il voit jamais d'adulte, etc., évidemment, il va pas forcément bien se développer. Mais j'aimais bien une analogie que faisait Franck Ramu, aussi un chercheur qui fait aussi partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale. C'est que si on enferme un enfant dans un placard, il va pas se développer et personne n'a eu l'idée de porter plainte contre les placards. Donc la responsabilité, elle vient pas du placard là, et comme la responsabilité, elle vient pas des écrans. C'est aussi à nous d'offrir un environnement riche à nos enfants, et qu'on se serve des écrans, mais qu'il n'y ait pas que les écrans tous les jours. Et l'idée aussi, c'est que les écrans, en effet, tous les enfants sont a priori attirés par les écrans parce que ça correspond bien aussi à notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui surgissent, des pop-up, etc., qui fait que notre attention, elle est sollicitée, il y a des stimuli, etc. Et donc, en fait, il faut peut-être voir un peu les écrans comme une sorte de gâteau, quoi, un gâteau, une pâtisserie. Et évidemment, on peut pas tout le temps manger des gâteaux. Mais par contre, on peut en manger de temps en temps et il faut peut-être apprendre justement à comment manger des gâteaux, comment utiliser les écrans. Mais je pense qu'il y a vraiment plein d'utilisations. C'est comme, en fait, il y a plein de recherches qui justement essayent de voir la tablette comme une version livre améliorée, en fait. Où on pourrait avoir un espace où il y aurait de la dynamique, où on pourrait voir encore plus d'éléments, où ça pourrait être quelque chose qui amène encore plus les enfants à rentrer dans un monde, où ça va ramener beaucoup de richesse, beaucoup de diversité. Et on sait que ça, par exemple, quand c'est fait avec des enfants et un parent à côté qui lui montre, qui lui explique et qui utilise la tablette comme un support pour présenter des nouvelles choses, ça a des effets très forts sur l'apprentissage. Par contre, quand les enfants ils sont complètement seuls et qu'ils regardent passivement quelque chose, là, par contre, on se rend compte qu'il y a très peu d'effets. Et donc ça, le fait qu'il y ait peu d'effets, ça nous permet de comprendre que finalement, il vaut mieux être dans une interaction naturelle, être limite dans la cuisine, maman, elle est en train de faire la soupe ou j'en sais rien, et je l'écoute parler, et je vois qu'il y a mon frère qui fait ça, etc. Vaut mieux ça plutôt que de rester tout seul dans son coin, parce que quand on est
dans la petite enfance et pour les enfants, ce qui est le plus puissant, c'est quelqu'un qui est à côté pour montrer. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que ce qui est hyper important, c'est l'interaction, qu'elle se joue évidemment humainement, et elle peut se jouer aussi au niveau numérique avec des contenus interactifs. Et alors, justement, les neurosciences, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles nous ont appris, qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce que le cerveau se met en route pour apprendre ? Par exemple, justement, sur comment on apprend les mots. Donc ça, c'est l'enjeu de tous les enfants au début de la vie. On s'est rendu compte que justement, ce qui était le plus puissant, c'est quand il y avait un adulte qui me regardait et qui me parlait pendant qu'on était en train de partager un moment ensemble autour d'un imagé. La situation qu'en tant que parent, vous avez tous. Et donc cette situation, c'est la plus puissante pour apprendre les mots. Alors que, par exemple, le fait d'être dans un environnement où j'entends des mots, et c'est pas pour autant que je vais les apprendre. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Et donc, ça, c'est des expériences en sciences cognitives qui nous ont permis de comprendre comment les enfants apprenaient des mots. Et sur les tablettes, par exemple, maintenant, il y a des expériences où on essaye de reproduire un peu la même chose en mettant de l'interaction sociale. Donc, c'est des agents virtuels, c'est des espèces de bonhommes, là, qui ont des yeux, qui regardent la même chose que l'enfant et qui lui montrent un nouveau mot. Et on se rend compte que ces enfants, c'est des enfants préverbaux, ils apprennent ces nouveaux mots parce qu'ils ont vu ces signaux sociaux, là, des yeux, regarder la même chose qu'eux. Donc, il peut y avoir des effets d'apprentissage sur les écrans. Et ça, c'est ce que les sciences cognitives, alors neurosciences, ça, c'est des expériences de psychologie, du coup. Les neurosciences, elles peuvent nous être utiles sur d'autres aspects, sur l'attention, etc. Mais voilà, ça, c'est un exemple de ce que les sciences cognitives peuvent nous apporter sur l'utilisation des écrans avec les enfants. Et qu'avec l'interaction, c'est possible. Et il y a aussi d'autres travaux qui se sont intéressés aux jeux vidéo. Parce que on a tous pas mal de craintes sur les jeux vidéo. Donc ça, c'est des travaux en particulier menés par Daphné Bavelier à l'Université de Genève. Et en fait, elle fait des études sur des gens qu'elle fait venir qui vont jouer à des jeux vidéo d'action. Donc uniquement d'action, pas genre les Sims ou trucs Tetris, etc. Et en fait, on s'aperçoit que leurs capacités visuelles sont augmentées à ces gens qui jouent aux jeux vidéo régulièrement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être moins impulsifs, c'est-à-dire qu'ils vont savoir prendre la décision au bon moment et pas dès qu'il y a un stimuli qui arrive. Ils vont être capables de lire plus rapidement des mots, etc. Et donc, on voit dans ces conditions que les jeux vidéo permettent de développer certaines capacités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont mesuré pas seulement à un instant T, mais sur le long terme. Donc, on voit quand même que les jeux vidéo, ça permet de développer certaines capacités, que ce soit des capacités attentionnelles. Contrairement à ce qu'on peut imaginer que les enfants qui jouent sur des jeux vidéo sont violents et impulsifs. Non. Enfin, en tout cas, on n'a pas démontré ça. Et peut-être qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui est appris, en fait, par exemple, avec les jeux vidéo. Peut-être qu'on a du mal à savoir ce qu'on apprend et à s'en resservir, du coup. C'est sûr que la question du transfert, c'est la question fondamentale dans l'apprentissage. C'est toujours de savoir est-ce qu'on arrive à réutiliser des connaissances. Et ça, justement, ça n'a pas été... ils n'ont pas réussi à montrer d'effet de transfert. Donc, en effet... On est dedans. Bonjour. Je voudrais, s'il vous plaît, juste faire une petite remarque. En fait, j'aimerais bien avoir votre avis sur la différence entre l'écran par rapport, par exemple, à des jeux. C'est la notion d'être tout seul ou en groupe, enfin à plusieurs, parce que la plupart des jeux pour enfants souvent se jouent à plusieurs, alors que l'écran c'est quand même une relation d'un enfant seul face à un écran. En général, ça se fait seul, quoi. Je veux dire, même s'il y a des interactions, tout ça, mais je veux dire c'est un enfant tout seul devant un écran, alors que la plupart des autres jeux, par exemple les jeux de société ou des choses comme ça, les enfants jouent ensemble à plusieurs. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un... Mais il y a plein de jeux, les petites filles, enfin, je sais pas, les jeux de poupées, les jeux de voitures, etc., on peut jouer tout seul. Oui, mais je veux dire, l'écran, ça ne se joue pas à plusieurs, c'est ça le truc. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence à ce niveau-là par rapport quand on joue en réseau, non ? Quand on joue en réseau, quand on est plusieurs à jouer... En réseau, les personnes sont loin, oui, mais on peut jouer à plusieurs devant pas. sa télé, jouer aux jeux vidéo... Non, je comprends votre question, quand même, mais il y a... Mais oui, mais ça, la question, c'est pas... Alors,
Sauf que la question, c'est la question de la solitude et pas de l'écran. Oui, mais justement, est-ce que l'écran ne favorise pas donc de plus en plus de solitude d'un enfant tout seul face à Mais ça? parce qu'en fait, c'est souvent, je pense qu'il faut penser, c'est avoir une approche multimodale, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui se passe dans les familles, en fait, pour que l'enfant il soit seul face à l'écran. C'est souvent ça, en fait, parce que c'est qu'une conséquence de ce qui se passe au sein des familles et au sein des... Ce qui n'est en rien quelque chose de culpabilisant, hein, mais c'est plutôt des habitudes qui vont être créées, des modes aussi de jeu. On a tous eu les modes du Trivial Poursuite, comme les modes de... Et vous avez raison, on est en train de renforcer aussi des comportements individuels sur beaucoup d'aspects. Oui. Mais d'ailleurs, nous tous, on l'a. On est beaucoup plus sur nos téléphones qu'on Oui, était. mais voilà, c'est-à-dire que j'ai Vous avez l'impression que raison, ça favorise en fait le Mais fait ça- de dire à l'enfant va t'occuper avec ton écran et finalement Mais ça voilà. permet de Mais c'est pas à cause d'évacuer. de... Bien sûr, mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est pas forcément à cause de l'écran, mais c'est une conséquence de toute notre société dans son ensemble et la manière dont on s'appréhende aussi ces objets-là, ce qui se passe dans les familles, c'est plutôt en fait un ensemble de choses. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner parce qu'on tend à aller vers des usages beaucoup plus individuels, enfin usages individuels ou même comportements plus individuels avec ces outils numériques aussi. C'est une réalité, hein. Je pense qu'on va... ouais. Prends la question. Peut-être que c'est aussi dans une idée de consommation de contenu plutôt que d'interaction en réalité. Non, est-ce que c'est comme ça que vous l'entendiez? Oui, non, mais c'est dans je trouve que ça favorise cette Mais je pense que c'est en effet intéressant de voir si c'est la cause, c'est voir si c'est une cause ou une conséquence. Et je pense que c'est intéressant de voir, comme Nawel l'a souligné, qu'en fait c'est plutôt en tout cas, ou le symptôme d'une attitude plutôt que la cause. Oui, je voulais revenir à aux travaux de Yann Leroux, que vous connaissez sans doute, qui est un psychiatre geek qui a fait une thèse avec Serge Tisserand justement sur les jeux vidéo. Et les deux, évidemment, disent la même chose. Les deux disent que tout ce qui se fait avec écran, je veux pas dire écran parce qu'un écran c'est rien du tout, c'est comme une porte. Derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? Donc ne parlons pas d'écran, parlons plutôt d'activité numérique ou autre. C'est que les jeux vidéo ou l'usage des écrans ne sont pas plus dangereux que l'usage d'un livre, du cinéma ou de toute autre activité. Simplement, le problème, c'est que lorsque l'enfant est seul dans ses activités, et là, il n'a pas les bonnes réponses aux questions qu'il peut se poser. Donc, la réponse aussi bien de Yann Leroux que de Serge Tisserand, c'est ne pas laisser les enfants seuls dans des activités selon leur âge où ils peuvent avoir des problèmes et qui ne seront pas résolus parce qu'un adulte est indispensable. Quand j'étais enfant, moi, je n'avais pas d'écran, je passais mon temps à lire tout seul, je lisais des livres. Donc, vous voyez, je ne suis pas, j'ai pas été marqué par une solitude indéfectible parce que j'ai lu des livres toute mon enfance. Les enfants font comme vous l'avez dit, énormément de jeux tout seuls. Et on peut revenir, donc, et je reviens juste à la question des jeux vidéo. Serge Tisserand, justement, montrait très bien, et Leroux aussi, qu'en jouant à des jeux vidéo, on apprend toute une série d'attitudes mentales et intellectuelles qui sont extrêmement utiles pour résoudre des problèmes, chercher des solutions, repérer des indices, se fabriquer un parcours, disons, intellectualisé sur toute une série de problèmes. C'est très, très formateur. Après, la question, c'est que, voilà, est-ce qu'on est seul et à quel âge et comment? Voilà. Le temps aussi de passer sur ça. Pardon? Le temps passé sur ça, c'est toujours... Le temps, oui, mais aussi, est-ce qu'on est seul ou pas et à quel âge? Voilà, parce que le temps, il est beaucoup plus important. La prégnance du temps est plus forte pour un enfant de 2 ans que pour un adolescent de 15 ans. Voilà, donc 1 heure n'a pas la même valeur. C'est comme 1 kilomètre. Hein, c'est selon la taille qu'on fait, c'est pas la même chose. Et quelles sont vos recommandations en termes de temps et d'accompagnement des enfants? En fait, c'est ça qui est jamais évident quand on parle usage des écrans, usage des livres, usage de tout ça, c'est global. Tout ça, ça doit se rentrer dans un système où on doit faire, là où on doit faire attention. C'est surtout, ça, on l'a déjà dit, pour les plus jeunes, on sait que l'interaction sociale, c'est vraiment très important pour les guider, parce qu'ils ont besoin de nous, parce qu'ils ont encore une attention qui est fragile, voilà, une motricité aussi, tout ça. Donc c'est vrai que pour les accompagner, c'est bien, il faut vraiment favoriser cette interaction sociale avec les enfants. Après, en fait, le grand problème qui se passe pour les écrans, c'est souvent que c'est un ensemble de choses au sein des familles.
Donc c'est plutôt que ces enfants qui se retrouvent tout seuls dans les écrans, c'est souvent parce que en fait ça se passe comme ça. Et donc du coup ils ont du temps seul comme ils auraient du temps seul à être tout seuls, à jouer avec la balle qui est devant eux en fait. Donc c'est plutôt quelque chose de plus global que de se fixer sur les écrans. Donc moi mes recommandations, je ne sais pas tellement à quel point tout ça peut être très pertinent, mais ça serait vraiment de dire qu'il faut être très attentif à l'interaction sociale avec les enfants, qu'il vaut mieux les avoir avec nous, portés, etc. Mais que les écrans, c'est un super support pédagogique pour les amener vers d'autres mondes, même les mettre, d'être avec eux pour jouer, c'est des super moments aussi d'interaction avec eux. Et pour les plus jeunes, tout ça, c'est une histoire à chaque fois de régulation, comme on l'a tous eu quand je suis persuadée que votre mère vous disait « non, ça suffit, t'as lu trop de livres, maintenant viens avec nous ». Comme on avait ce type de choses, parce que ce qui est important, c'est... Et j'ajouterais peut-être aussi que dès que les enfants sont peut-être légèrement un peu plus grands, à partir de, de 7 ans, quoi, peut-être aussi de s'interroger avec eux sur leur comportement et sur, justement, essayer de voir avec eux qu'est-ce que c'est être attentif, pourquoi parfois on a très envie de regarder la télé, etc. Enfin, d'expliciter tous ces comportements. Pour essayer justement de se comprendre, parce qu'en fait ça sert à rien d'être dans le caractère punitif, j'imagine, parce que on a tous envie de regarder la télé parce que de regarder quelque chose qui nous happe notre attention, parce que voilà, il y a plein de stimuli, etc. Mais par contre, être conscient que oui, c'est quelque chose, c'est comme ça que fonctionne notre attention, et donc c'est pour ça qu'on va être absorbé, c'est quelque chose qu'on peut déjà travailler avec les enfants tout petits, ou par exemple aussi rien que les enfants qui veulent, absolument regarder la télé et faire leurs devoirs en même temps. Enfin, je sais pas si c'est encore ça, c'était peut-être plutôt de ma génération que celle maintenant, je sais pas. Mais donc voilà, essayer de voir avec eux, est-ce que c'était vraiment capable de faire les deux en même temps, etc. Et je sais qu'avec dans la fondation La Main à la Pâte, je travaille donc là-bas avec ma directrice de thèse, Elena Paschinelli. Ils ont justement développé pas mal de ressources sur comment les enfants peuvent apprendre sur... c'est un module pédagogique qui s'appelle « Le cerveau, les écrans et les enfants », avec plein d'activités à faire en classe, mais qui peuvent être aussi faites individuellement, pour essayer de comprendre comment fonctionne son cerveau et comment fonctionne surtout son cerveau face aux écrans. Et donc avec plein de petites expériences à mener directement avec les élèves, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi, aussi le côté important de métacognition, comme on dit, d'être d'avoir un recul sur soi et de comprendre comment on fonctionne. Et ça, on peut le faire dès tout petit, quoi. Et justement, là, est-ce qu'on touche pas un point très très sensible qui, sauf, arrêtez-moi si je me trompe, mais cette histoire d'explicitation de pourquoi est-ce que j'ai envie de me mettre sur l'écran plutôt que de rester dans l'interaction avec le reste de la famille, est-ce que là, on touche pas exactement au début de l'addiction? Parce que si j'arrive à expliquer qu'effectivement je suis mieux dans mon monde sur Snapchat ou je ne sais quel réseau, avec mes amis en réseau, finalement, je suis mieux virtuellement que réellement, entre guillemets. Est-ce que là, on ne touche pas le point qui pourrait être le point de départ vers une addiction? Je pense que tu essayes de savoir un peu où sont les points de vigilance pour les parents c'est exactement par rapport à ces choses-là. Voilà, c'est vrai que je pense qu'on a tous été confrontés à ça dans nos environnements familiaux ou pas. Je pense que le gros point de vigilance, c'est l'isolement total, l'isolement social. Je dirais pas venir à, vous savez, ces fameux joueurs compulsifs là qu'on retrouve accrochés pendant 22 heures, qui dorment même pas 2 heures, juste pour aller aux toilettes ou je sais pas. Ça, Mais je pense que vraiment, les points de vigilance, c'est quand on sent que notre enfant commence à être complètement en isolement social, à jamais vouloir venir avec nous, à toujours refuser être en famille et de vouloir rester constamment là-dessus. Ça, c'est des points. Après, l'addiction en soi, c'est pas facile. C'est pas facile à définir, mais surtout par rapport à Snapchat, etc., je pense qu'il y a aussi la différence entre est-ce que nos enfants interagissent avec des gens qu'ils connaissent et c'est juste que c'est après l'école, par exemple, ça continue sur des réseaux sociaux, ou si c'est vraiment qu'ils interagissent avec juste des gens qu'ils connaissent pas, et en fait, est-ce que vraiment c'est important pour eux que ce soit des humains derrière? On sait pas trop, peut-être qu'il y a aussi, il y a différents comportements. Si c'est vraiment continuer d'être avec ses amis, je sais pas si c'est vraiment une addiction ou si c'est pas juste Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que là, il y a des recherches qui ont montré que justement, les enfants qui décrochaient pas des écrans, ça prédisait du coup des comportements. On n'est pas tous égaux face à l'addiction. On a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Ça, c'est aussi dû à nos prédispositions génétiques, à notre patrimoine, tout ça qui font qu'il y en a certaines qui vont, on l'a tous, qui sont plus ou moins addicts au tabac, à l'alcool, on l'a. Et c'est pareil en fait pour ce type de comportement, parce que ça commence à rentrer quand même maintenant dans le DSM. 6 là ou 5 ? Et du coup, c'est vrai que ça peut être des alertes très très fortes pour être encore plus vigilant sur ça, parce que si c'est un écran, ça peut être sur les écrans comme ça pourra être plus tard sur d'autres choses.
Donc ça permet d'être encore plus vigilant par rapport à ces comportements addictifs qui peuvent apparaître après dans l'adolescence. Et à quel moment est-ce qu'on s'inquiète? À quel moment est-ce qu'on parle d'isolement? Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est hyper variable en fonction des personnes et en fonction de la sensibilité qu'on a. Si déjà on se pose cette question, c'est qu'il va falloir en parler. Non, mais c'est vrai. Non, mais déjà, si on se pose cette question, c'est qu'on sent quelque chose. Il faut faire confiance à votre intuition de parent. Il n'y a que vous qui connaissez le mieux vos enfants. Donc je pense que là, le bonheur, c'est surtout avoir cet œil aguerri et surtout se faire confiance. Et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de commencer à en discuter avec lui, à aller chercher un professionnel si besoin, en parler aussi avec ses professeurs, avec les gens qui l'entourent dans le quotidien, tout ça pour essayer de savoir un peu ce qui se passe et après parce que, l'identifier. encore une fois, je pense que c'est intéressant de voir que les écrans sont juste le symptôme d'un isolement, d'une difficulté sociale, etc., d'interaction sociale. Donc c'est plus savoir comme le symptôme et aller chercher la cause plutôt que d'interdire les écrans. Ça ferait imaginant que c'est la solution. Ouais, ça pourrait pas vraiment être la solution a priori. Ouais, je pense que ça révèle du coup des choses sur là où ils en sont, sur plein d'aspects et du coup ça nous permet d'être encore au plus proche de nos enfants sur cet aspect-là, je pense. Et du coup, finalement, tant mieux qu'il y ait aussi pas mal d'inquiétudes à propos des écrans, parce que ça permet aussi d'avoir un regard encore plus sensible autour de ces choses-là et de pouvoir être encore plus observateur. Donc c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que justement c'est toujours une histoire d'équilibre. C'est l'idée de pas être dans l'excessif. C'est que ces écrans ils sont là. Je pense qu'aujourd'hui en plus on est dans un environnement où on valorise. Enfin il y a des startups qui créent des produits pédagogiques magnifiques, qui font des super trucs. Et je pense qu'avec cette idée d'avoir trop peur des écrans qui modifient notre cerveau ou qui ferait que ça nous retirait une partie, parce que dans certaines publications on peut voir des choses comme ça. C'est là où il faut rassurer aussi les parents de dire non, ça peut être de très bons outils pédagogiques. Après à vous de voir un peu avec eux, justement, comment ils l'utilisent, de quelle manière, qu'est-ce qu'il y a vraiment sur le contenu. Nous, vraiment, on essaye à chaque fois de conseiller sur le contenu éducatif, pédagogique. Quand vous voyez que même pour vous, ça vous gêne, c'est bizarre, ça, dans ce cas-là, il faut les mettre de côté. C'est pas parce qu'ils aiment... Enfin, c'est là où, justement, vous pouvez être un beau guide pour eux, pour essayer de les orienter sur ces choses-là, en fonction de vous, ce que vous voyez sur les écrans. Alors, quelles sont les questions que vous souhaitez aborder? Moi, j'ai une question. Est-ce que justement, on ne devrait pas, vis-à-vis de la question du contenu, avoir en tout cas une plus grande vigilance des autorités sur la question des contenus et avoir presque une charte éthique, on pourrait dire, sur chaque contenu pédagogique qui sort? Parce qu'on en connaît plein, des sites qui disent oui, utilisez telle ou telle application. Mais est-ce que c'est pas... vous, en tant que chercheur, peut-être aussi des professionnels d'éducation, est-ce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui quelque chose à faire dès maintenant? Parce que sinon, parce que nous, c'est facile. Quand on est du milieu de la recherche, on se dit oui, on a le recul et tout ça. Mais pour des parents qui font un métier complètement différent ou qui ne sont pas dans ces milieux-là, c'est compliqué de savoir le bon du faux. Notamment, moi, je pensais je travaillais avec des familles qui ne parlaient pas du tout français et qui me disaient toujours que c'était génial, les écrans, parce que ça leur permettait à leurs enfants d'apprendre le français via des dessins animés français et tout ça. Et ouais, super, mais voilà, bref. Non, mais c'est une très très bonne remarque. En fait, moi, quand je travaillais dans le laboratoire avec les bébés, on avait toujours quelle est l'appli qui pourrait être chouette? Qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant? Surtout sur les applis numériques. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé Rising Up, parce que je me disais, il faut qu'il y ait des labels. Il faut qu'il y ait des labels de qualité, en fait. Comme il y a des labels qualité pour votre camembert, c'est la même chose pour les EdTech, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire et qu'on essaye de pousser sur la qualité scientifique et pédagogique des produits. Et donc nous, par exemple, avec certaines startups, on va regarder un peu justement leur contenu, comment ils le présentent, de quelle manière, pour essayer justement à la fois de souligner les bons pas pédagogiques, les bons pas de la pédagogie du coup de la startup, et aussi les points de vigilance où il faut peut-être appuyer plus ou appuyer moins, parce que ça, on sait que c'est pas bon pour ça, et après de faire une espèce d'évaluation. Le problème de ça, c'est que ça reste encore... il y a personne qui fait ce type de choses, donc on rentre dans un système où ça va prendre du temps, mais nous, on est là, on a le temps. J'ai monté cette boîte pour que justement ça soit dans le temps, pour mettre de la qualité pédagogique dans les produits et qu'on puisse avoir que ça soit un référent, que ça permette aussi aux parents d'avoir un référencement et pas Elle Magazine qui vous dit « Ah, trop bien, vu que notre rédactrice a testé ça, elle a bien aimé, ouais, l'enfant a bien aimé, du coup on y va. » Oui, c'est super de bien aimer, mais est-ce qu'ils apprennent? Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, nous, avec les startups en EdTech. Et vous êtes combien
Donc en fait, on travaille avec entre 10 et 15 experts en fonction des projets et on les prend par expertise. Du coup, pour ce type de choses, on prend des experts sur l'apprentissage, sur différents aspects et ils nous font les audits du coup des plateformes. Là, vous venez de parler d'éthique et de limites. En fait, dans la plupart de l'apprentissage chez les mammifères, ça a toujours été généralement intergénérationnel, c'est-à-dire d'enfant à enfant ou de lionceau à lionceau. Et c'est sous forme soit de jeu, c'est tout le temps sous la forme de jeu que se fait la transmission de l'éducation chez les mammifères. C'est très souvent en tout cas. Justement, ça c'est questionnable. Est-ce que c'est éducation juste d'observer ou l'éducation c'est d'enseigner ? Reproduire. Parce que justement, apparemment... Et alors, non, mais c'est parce que je voulais parler des limites, en fait. Et là, vous parlez de limites à imposer aux jeux, aux jeux éducatifs. Et en fait, la plupart des jeux qui sont transgressifs, qui montrent qu'il y a une limite, qu'on peut dépasser la limite, que dans un jeu, il y a des règles, mais qu'on peut enfreindre la règle, pour moi, sont les jeux qui sont le plus porteurs de sens. Parce qu'en fait... À chaque jeu, on change de règle et à chaque règle, on change de limite. Si vous limitez en fait l'éthique à la sphère éducative, vous n'éviterez pas qu'en fait les enfants aillent d'eux-mêmes vers l'inconnu et vers le passage de limites pour apprendre quelles sont les limites. Donc, je pense que c'est plus intéressant de leur montrer que pour chaque règle de fonctionnement dans la société, il y a des bornes et qu'on peut les enfreindre, mais que ça a un coût. La plupart des jeux que nous avons aimés, par exemple que ce soit le 1000 bornes, c'est un jeu où il faut crever les roues de l'adversaire, il faut lui faire des accidents. Le risque, c'est un jeu de guerre où il faut... donc toujours, ce sont toujours des jeux qui sont amoraux. Et donc là, parler d'éthique me paraît inapproprié pour le système éducatif et pour les jeux en général. Même quand on s'adresse à des enfants, parce que l'interaction entre un 1000 bornes et un jeu numérique, c'est un peu différent quand même. Sur un 1000 bornes, il n'y a pas d'image... Alors, en fait, sur un 1000 bornes, il y a des images. Sur un écran, il y a de l'image. Et l'image a toujours précédé la parole depuis 20 millions d'années, puisqu'en fait, le dessin a toujours précédé l'écriture. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une addiction à l'image. Mais encore une fois... L'addiction, voilà. C'est pas une addiction, c'est parce que... Non, je ne parle pas d'addiction. Je pense que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est qu'au 1000 bornes, c'est le hasard qui fait en fait qu'on va crever les roues de quelqu'un. Donc c'est pas une volonté, donc on peut pas vraiment comparer à un jeu où on va aller vraiment... Alors oui, parce que dans tous les jeux de société, en fait, on a inclus la notion de hasard et la notion et de nécessité. Mais par contre, stratégie, ce qui est vrai quand même, c'est quand on parle d'éthique, c'est aussi de notre ressort de parler d'éthique éducative et de donner aussi la possibilité de guider et d'avoir la possibilité de dire à certains jeux qui pourraient être potentiellement nocifs. C'est un peu comme ce qu'on peut avoir en santé publique, sauf qu'on ne l'a pas trop encore sur l'usage pédagogique, alors que ça a des conséquences très importantes. Et je pense que ça manque beaucoup dans nos politiques éducatives sur justement pour avoir une vraie réglementation, mais qu'on la met de côté parce qu'on pense que c'est pas assez important. Mais en fait, il y a des conséquences graves. Et je pense que c'était pas uniquement sur le contenu que tu posais la question, mais aussi juste sur le côté que disait Nawel de est-ce que ce jeu permet d'apprendre ou pas, en fait. Est-ce que ce serait ça aussi l'idée d'un label? Est-ce qu'on apprend et en fait on parle même pas du contenu là, juste est-ce qu'il y a apprentissage ou il n'y a pas apprentissage? Chez Rising Up, du coup, c'est vraiment ce qu'on fait. On labellise des produits pédagogiques, en tout cas pour ceux qui veulent. C'est libre. En fait, souvent, nous, ce qu'on regarde, c'est la surcharge attentionnelle. On a perdu le micro. En fait, c'est pas forcément juste cet aspect-là. Ce qu'on regarde principalement, c'est tout ce qu'on connaît justement en sciences qui va affecter l'apprentissage. C'est la surcharge attentionnelle, la compréhension de la règle, tout ça. En fait, on a vraiment une checking list de tout ce qu'on connaît sur l'apprentissage qui va plus ou moins altérer la qualité de l'apprentissage. Et surtout aussi l'objectif pédagogique qu'il y a derrière. On regarde vraiment tout. Et ça nous permet après d'avoir vraiment un truc très qualitatif et très quantitatif de l'apprentissage. On répond pas effectivement à la question de la piraterie, quelque part, que vous suggériez sur cette notion d'éthique. Mais est-ce que la piraterie, on ne l'apprend pas en apprenant à coder ?
Est-ce que quand on n'apprend pas à coder, on apprend à devenir un pirate Si, finalement? tout à fait. Les hackers d'aujourd'hui, ce sont les pirates d'hier. Et les pirates avaient une éthique. En fait, quand on regarde l'histoire de la piraterie, c'est en 1780, à la période de Lafayette, les pirates avaient instauré un ordre égalitaire entre eux et un ordre de répartition des salaires aussi. Alors après, ils étaient assez impitoyables vis-à-vis de ceux qui n'appartenaient pas à leur clan. Mais effectivement, il y a un rapport entre les hackers d'aujourd'hui et les pirates d'hier qui renversaient certaines formes et certaines règles établies. Mais moi, je voulais répondre au monsieur qui parlait de solitude. Solitude de l'enfant seul devant son écran. Il y avait un philosophe pré-68, donc il y a plus de 50 ans, qui avait écrit que plus on avait aboli les distances géographiques et plus on avait introduit des distances intérieures intimes, de distanciation entre les gens. Donc en fait, je pense que la solitude, elle existe avant les écrans vidéo et que les écrans vidéo ne sont qu'un pâle reflet de cette solitude qui préexiste. Ce qui me fait rebondir sur une deuxième question. Vous me dites si je parle trop parce que... sur la question de la solitude, moi j'aimerais parler un peu de la question du mouvement. Parce que, en fait, quand on parle de passivité, c'est pas tant le fait d'être passif, c'est-à-dire que notre cerveau ne fonctionne pas. Non, ce qui peut être reproché dans la question de la solitude et de l'écran, c'est qu'on est tout seul face à un écran et qu'on bouge pas. Enfin, aussi. Est-ce que, comment vous, en tant que chercheur en neurosciences cognitives, enfin, on parle ça m'embête toujours qu'on distingue les neurosciences et les neurosciences cognitives comme si encore en France on avait ce gap entre on apprend ce qui se passe dans notre corps et on apprend ce qui se passe dans notre tête. Et vous, quel est votre regard vis-à-vis de ça en tant que chercheuse? Enfin, je vois bien que vous allez beaucoup de l'avant et c'est super intéressant tout ce que vous dites. Mais comment vous faites ce pont entre le corps, l'esprit, comment ça marche et notre rapport à l'écran et à la technologie du coup? Enfin, voilà. C'était un peu ça. Merci pour la question. Non, mais pour revenir sur les neurosciences cognitives, évidemment, on n'est pas rentré dans les détails, mais, mais ça fait, de toute façon, dès lors que vous produisez une action, évidemment que vous allez utiliser tout votre corps pour pouvoir répondre à cette chose-là. Même, par exemple, sur une interaction sociale de repli, d'aller vers l'avant, on utilise tout notre corps. Mais après, on dit qu'on étudie les neurosciences cognitives parce qu'on étudie un mécanisme cognitif. Donc c'est plutôt comme ça. Ça, c'est vraiment des définitions aussi d'académiciens sur voilà, mais tu as tout à fait raison, hein. Je pense que clairement, enfin, on a l'exemple type ici qui étudie justement tout dans son ensemble et c'est une très belle chose et on tend de plus en plus à ça. Donc ma politique, ce serait plutôt de dire on ne dissocie pas les deux, on essaye de voir tout dans son ensemble. D'ailleurs, pour les écrans, c'est pareil, l'usage des écrans, regardons tout dans son ensemble. Si c'est un enfant qui est toujours tout seul. Mais en fait, je voudrais juste revenir sur l'idée de la passivité et aussi de ce qu'on s'imagine quand on voit un enfant tout seul devant un écran. En fait, un des grands problèmes qu'il y a, c'est souvent l'observation qu'on en fait, se dire bon bah en fait, vu qu'il n'est pas actif, ça veut dire qu'il apprend pas. Alors qu'en fait, l'activité justement si jamais c'est un jeu qui va être vraiment éducatif et pédagogique où on va solliciter en permanence son engagement, on va susciter sa curiosité, où il va devoir répondre, donner des réponses. Là, il est engagé, il est actif. On dit en tout cas que son cerveau, vu qu'il rentre dans toutes ces catégories-là de mécanistique d'apprentissage, pour nous, c'est pas un être qui est passif. Il est actif parce qu'il est en train de répondre. Là, il est attiré par ça, il va aller toucher. Donc ça, déjà, c'est la grande différence entre la télé et les écrans interactifs qu'il peut y avoir. Et du coup, c'est là la grande différence sur la qualité de l'apprentissage qui se fait. Parce que quand on est complètement passif, on subit une information sans avoir le contrôle dessus, alors que sur un écran interactif, on a le contrôle dessus. Et du coup, avoir le contrôle, ça veut dire je suis en train de répondre à une action, je suis en train de bloquer quelque chose, je suis en train de m'intéresser à ça, ce qu'on n'a pas sur la télévision. Enfin, moins. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, c'est pour ça que des expériences qui ont été faites sur les écrans interactifs versus les écrans passifs, on a montré qu'il y avait beaucoup plus d'apprentissage sur les écrans. Donc, ce que toi, tu peux voir comme étant une activité solitaire, en fait, non, c'est comme toi, quand tu es devant ton exercice de maths en train de résoudre ton équation. Tout le monde dit, oui, bah, tu es tout seul dans ta tête, mais peut-être qu'il faut être tout seul dans sa tête pour pouvoir faire cette tâche-là et apprendre aussi. Non, mais parce qu'à vouloir mettre beaucoup de collectifs, c'est super, mais il y a des tâches collectives comme il y a des tâches individuelles, comme lire un livre, on est tout seul. Et c'est aussi génial d'être tout seul parce qu'on se crée son monde, on est dans son univers et on est en train de développer tout ça.
Oui, alors tu as tout à fait raison. Il y a plein de recherches qui montrent que quand tu as trop de. Voilà, que c'est corrélé aussi à même au taux d'obésité aux États-Unis. Il y a plein d'études qui montrent que justement, c'est des corrélations morbides, de comorbidité. Donc, plus justement ils sont exposés. On s'est rendu compte que plus les enfants regardaient la télé, avaient un taux d'heures par jour très haut, plus justement il y avait un taux d'obésité qui était associé à ça, qui était aussi associé à plein d'autres facteurs comme ça. Donc tu as tout à fait raison. C'est vrai que ça, c'est des comportements qui peuvent être engagés là-dedans, mais encore une fois, c'est les extrêmes. Il ne faut jamais être dans les extrêmes. C'est toujours une idée de mélanger les différentes activités, mais ne pas bannir les écrans parce que ça peut être une activité intéressante à avoir. Et juste pour le côté cause-effet, etc., il faut faire attention aussi parce que c'est peut-être parce qu'on est en surpoids, gros, qu'on peut plus trop bouger, qu'on va regarder la télé. Et donc c'est dans ce sens-là que plus on est gros, plus on va regarder la télé et pas plus on regarde la télé, plus on devient gros. Il faut toujours faire attention à dans quel sens. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Donc on ne sait pas dans quel sens ça va. Pour rester par rapport à ça, moi j'ai une question un peu naïve. J'entends souvent des parents moi je travaille aussi dans un labo avec des bébés et les parents demandent souvent est-ce que ça va impacter la motricité fine de mon bébé du fait qu'il va plutôt passer du temps à toucher sur mon bébé qui a plus de 2 ans à jouer sur la tablette plutôt que de jouer avec des jouets. Et je ne sais pas trop quoi leur répondre parce que moi je ne connais pas la littérature là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui iraient vraiment montrer que faire une activité qui soit plus sur cette surface plate qu'est la tablette plutôt que sur une surface en 3D avec laquelle on peut interagir, est-ce que ça... Naïvement, je te dirais que vu que l'usage est différent, l'apprentissage va être différent et après, à quel point ça va être délétère sur d'autres choses, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas à ma connaissance des études. Par contre, je sais qu'il y a des choses sur la vision et la 3D et la 2D, que ça affecte. Mais après, sinon, sur l'usage... je sais pas, mais ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant là dans les années qui vont venir, c'est qu'on va commencer aussi à étudier ces choses-là. Nous, c'est des choses qu'on est en train de faire dans mon collaboration avec une chercheuse à l'ENS sur l'utilisation des écrans. Est-ce que ça modifie vraiment d'un point de vue apprentissage tout court? Et ça on pourra en tenir rigueur. Ouais. Moi, j'étais avec une psychomotricienne hier qui m'a dit que clairement, elle observait de plus en plus de gens qui venaient dans son cabinet parce que les enfants n'osaient plus toucher en 3D. D'accord. Donc, il y a un vrai changement de comportement, mais ce n'est pas un changement des enfants. Mais parce qu'il faut regarder aussi le temps qui est passé sur l'écran. C'est ça. C'est quel mode de vie. C'est ce qu'on dit. C'est un système, en fait. Voilà, exactement. Mais c'est comme vous, quand vous êtes tous tombés là-dessus, quand on a une tablette, on a l'habitude de faire comme ça, et puis après, l'écran d'ordinateur, on veut faire la même chose. Et c'est pareil pour les bébés, ils ont exactement la même chose. Par contre, ils vont se rendre compte que c'est pas possible de faire ça, du coup, ils vont s'adapter aussi. Donc, ce que vous voyez comme automatisation suite à un usage, c'est la même chose pour eux, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas l'apprendre ou que ça va enlever une partie de leur... Ils vont peut-être apprendre les deux, et c'est comme... on peut aussi se féliciter qu'ils sachent faire ça et qu'ils sachent reconnaître une surface pleine et se dire je peux faire ça, etc. Enfin, ça montre une certaine conceptualisation aussi. Oui. Ouais, on va prendre une ou deux dernières questions parce qu'en fait la table ronde suivante est en train de piaffer devant la porte. Sur l'image 2D et 3D, en fait on parle de l'image pour l'instant, mais on parle pas du son. Et il y a une expérience qui a été faite en laboratoire, c'est paru dans Science et Avenir il y a 4 ans, sur des rats qui couraient dans un labyrinthe pour aller chercher un morceau de gruyère, et donc qui faisaient leur parcours en 2D tout à fait classiquement. Et dès qu'on leur mettait de la musique, en fait, leur vision passait en 3D. Elle se mettait droite, debout dans le labyrinthe et passait par-dessus les parois pour aller chercher directement le bout de gruyère. Donc en fait, la spatialisation je pense aussi qu'on en est qu'au tâtonnement de découverte en neurosciences, comme on en est au tâtonnement de la naissance des jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo vont intégrer de plus en plus les découvertes neurosciences. Et cette expérience enfin, c'était pas un rat, c'était une souris, qui en fait change son comportement et adopte une spatialisation qu'elle n'avait pas. Du fait de l'univers musical, interroge. Donc, je pense que c'est la même chose pour l'écran et les jeux vidéo. Je pense qu'on n'est qu'à la naissance de cet univers. Et la compréhension qu'on en a. Oui. Donc, merci à tous pour cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jennifer pour avoir organisé cette table ronde et de l'avoir si bien portée.
Merci beaucoup et à très bientôt. Et donc là, un échange sur l'école de demain pour aujourd'hui ou pour demain.